Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Une loi électorale jugée anticonstitutionnelle par l'opposition, des députés soupçonnés d'être achetés par le pouvoir et des manifestants qui descendent dans la rue pour réclamer la démission du président de la République. Voilà le tableau, la situation sociopolitique actuelle que traverse Madagascar, la grande île de l'océan Indien. Mais qu'est-ce qui véritablement divise les Malgaches? Comment sortir de cette crise qui de plus en plus s'annonce profonde? 3 Malgaches avec moi pour en parler. Alice Rabé-Manantou, vous êtes chargée de mission non permanente du président de la République, membre du HVM, le parti présidentiel. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre grande et belle île Madagascar. Merci de m'inviter. Roberto Sambahita, vous êtes le porte-parole du TGV, le parti de l'ancien président Hans Rajowel. Il est parmi les manifestants qui réclament aujourd'hui la démission, le départ du président de la République. Vous nous direz les raisons qui motivent cette mobilisation contre le président de votre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hélion Allison, vous êtes membre du team. Team, c'est Tiakou I Madagascar, le parti de l'ancien président Marc Ravaloman. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle et je précise que celui que vous représentez à cette table a lancé ce jeudi un appel aux manifestants renonçant donc à la remise en cause de l'ordre constitutionnel dans votre pays. C'est important de le souligner. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi. Tout a commencé le 3 avril 2018 avec le vote à l'Assemblée nationale de la nouvelle loi électorale. Le 21 avril, des milliers de manifestants descendent dans les rues, dénoncent un coup de force de la part du pouvoir et réclament la destitution du président de la République. La répression est sanglante. 4 morts, 17 blessés. Mais qu'est-ce qui, dans la nouvelle loi électorale, divise les Malgaches? C'est un sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Une loi électorale qui divise à Madagascar. Depuis plusieurs jours, des manifestations organisées par l'opposition perturbent le pays. Une offensive pour dire son mécontentement face à cette loi électorale avec une première grande marche le 21 avril 2018. Une marche réprimée par les forces de l'ordre, causant la mort de 4 personnes. Une répression qui a poussé l'opposition à durcir son discours et à se radicaliser. Le message est désormais clair. Le président Rajolinemampian doit quitter le pouvoir. Mais que dit cette loi électorale? Quelles sont les dispositions de cette loi qui divise? Zoom sur une loi électorale qui ne fait pas l'unanimité et qui, selon l'opposition, a été votée dans la confusion et la précipitation. Le 3 avril 2018, dans l'hémicycle, 79 députés sur 150 adoptent la loi électorale après 6 heures de débat. En guise de protestation, 73 députés de l'opposition, la société civile et même les anciens présidents, Marc Ravaloman et Hans Rajowel, sont immédiatement sortis en masse dans les rues pour défiler contre le gouvernement. Le président Rajolinemampian, acculé, parle de tentative de coup d'État. Ce qui s'est passé samedi dernier correspond tout bonnement à un coup d'État. Madagascar est un État de droit. De ce fait, je lance un avertissement aux fauteurs de troubles, aux provocateurs, qui n'ont pour but que de faire couler le sang. L'État malgache va prendre les dispositions nécessaires. J'invite les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet État de droit et la démocratie, et ainsi faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens. Malgré l'interdiction de manifester et un discours présidentiel de fermeté, le mercredi 23 avril, une nouvelle vague de protestations de quelques 2000 partisans de l'opposition malgache campent sur la place du 13 mai avant de converger vers le siège de la Cour constitutionnelle pour y déposer une demande de destitution du président Rajolinemampian. Tous les députés, les 73 députés formant la plateforme, les députés pour le changement, nous avons tous signé cette requête pour dire que nous avons le droit et l'intérêt pour agir et demander officiellement la déchéance du président de la République. Dans cette loi électorale, l'opposition dénonce le durcissement des procédures de révision des listes jugées
trop lourdes et trop coûteuses, mais également certaines dispositions jugées anticonstitutionnelles. Ainsi, avec la nouvelle loi, le délai de campagne a été raccourci de 7 jours, délai trop court, voire impossible, selon les députés de l'opposition pour faire campagne. Toujours pour l'opposition, cette loi vise à favoriser le pouvoir en place et à éliminer de potentiels concurrents. Pour preuve, la production du casier judiciaire numéro 2 serait, par exemple, introduite à dessein dans la nouvelle loi électorale. 71 députés à vouloir faire un rapport à la population sur les 4 sessions spéciaux. On nous canarde, une vraie scène de guerre. Donc à partir de ce jour, on demande la démission de M. Radzonar Mapian du pouvoir. Voilà. On ne traite pas les députés comme ça. Je suis aussi élu que vous, Monsieur le Président. Je suis élu aussi comme vous. À 7 mois du premier tour attendu des élections générales, le pays est encore en proie à des troubles sociopolitiques. Pourtant, à son arrivée au pouvoir, le président Aïra Zolominane Piam a mis un terme aux crises politiques à répétition qui agitaient la Grande Île. Mais le climat s'est nettement détérioré depuis quelques mois jusqu'à la fronde de ces derniers jours. Monsieur Sambarita, avec l'élection en décembre 2013 du président Ken Rasoir-Ibampian, on croyait Madagascar résolument engagé sur la voie de la stabilité. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces troubles que traverse la Grande Île, troubles qui ont déjà causé la mort à 4 de vos compatriotes? Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à relever une petite erreur de votre part en disant que le président Radzuel était parmi les manifestants, justement. Non. Si, non. On l'a vu, les images sont là. Non, justement. C'est un montage. Il est nécessaire, non, c'est pas un montage. D'accord. Il est nécessaire d'apporter une précision là-dessus. Le président Radzuel n'est ni à l'initiative des manifestations, on n'a pas dit ça, ni était parmi les manifestants. Il y était le jour après le 21 avril pour justement présenter ses condoléances et apporter ses soutiens aux familles des victimes. C'est le seul jour où il était sur la place du 13 mai. Oui, mais c'était aussi à l'occasion d'une manifestation. Non, c'est pas, parce que là, il va y avoir une amalgame dans ce cas-là. Parce que en disant qu'il était parmi les manifestants, non, il n'est ni à l'initiative des actions des députés, parce qu'il faut le préciser. Absolument. Et ni à l'initiative des actions du peuple qui, justement, réclame... le départ du président Radzoari-Mampian. Voilà, le départ du président Radzoari-Mampian. En tant que citoyen, comme tout bon citoyen malgache, il était normal qu'il vienne présenter ses condoléances, justement, vis-à-vis des... aux familles éplorées. Aux familles des victimes. Voilà. Quant à ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une surprise pour nous. Personnellement, ce n'est pas une surprise. La raison est simple, c'est que le président Radzonar Mapian, justement, ça fait un moment qu'il promet des choses et que par la suite n'est pas réalisé. Et dans la vie quotidienne. Concrètement, nous allons essayer de parler concret dans cette émission pour que ceux qui nous suivent comprennent. Qu'a-t-il promis qui n'a pas tenu? On va prendre justement une chose très concrète dans la vie quotidienne des gens. Avant justement de parler de tout ce qui se passe actuellement. Oui. Par exemple, quand il a promis qu'en 3 mois, il allait résoudre les problèmes d'électricité. C'est important, l'électricité. Absolument. L'accès à l'électricité, c'est important, surtout pour les Malgaches. Donc, quand vous avez, sur 24 heures, vous avez que 2 heures, 3 heures d'électricité, vous pensez bien que c'est électricité. Voilà, électricité, en 3 mois. Là, on en est à 4 ans de mandat. Donc je pense que tout le monde est bien, on est tous d'accord ici sur la table que ce n'est pas résolu. Voilà, entre autres. D'accord. Alors, si je vous comprends bien, l'adoption de la loi électorale du 3 avril, ce serait donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dites-vous, parce qu'effectivement, il y a une situation qui couvait, une situation de forte tension sociale qui couvait depuis Mme Raveh Manantsour.
Que répondez-vous? Ce que j'aurais répondu à ça, je voudrais, si vous permettez aussi, corriger une petite statistique. C'est que, en fait, il n'y avait pas eu 4 morts, hein, mais officiellement 2 morts, donc, et une quinzaine de blessés. Officiellement. Madame a bien noté que c'était officiellement. Je crois qu'il faut même partir si c'est avec... un mort, c'est déplorable, vous voyez? Oui, et même un seul mort est déplorable. Mais il faut savoir aussi qu'en fait, il y a des enquêtes, parce qu'il y a eu et qui a fait un peu monter, et qui a fait, à juste titre, c'est vrai, monter les tensions, c'est que les gens se sont posé des questions. Pourquoi pour l'usage de balles réelles qui a causé un des morts? Alors, il y aura des enquêtes, le Premier ministre l'a promis, qu'il y aura des enquêtes par rapport à cet incident. Et là-dessus, d'ailleurs, il est regrettable que le président de la nation, que le président de la République, n'est même pas venu présenter ses condoléances. Il n'était pas présent. Voilà, il n'était pas physiquement présent. Donc ça c'est regrettable. Oui, non, mais non, il ne pouvait pas anticiper, il ne pouvait pas savoir qu'en son absence, oui, mais 2 ou 3 de ses compatriotes auraient été tués. Alors, madame, qu'est-ce que vous répondez justement à M. Sambakita, qui dit que le président Harimampian est le seul responsable de ce qui se passe actuellement? Alors forcément, en tant que président, il est responsable de ce qui se passe dans son pays. Mais il faut savoir que ce mouvement a été initié donc par les députés Tim et Mapar en prétextant une raison un peu fallacieuse, en disant on va vous faire un compte rendu de ce qui s'était passé. Et finalement, quand ils étaient arrivés sur place, on a parlé d'insurrection, de soulèvement, de démission du président. Il est clair que nous sommes dans un pays de démocratie. Les gens ont le droit de manifester, ont le droit de ne pas être d'accord sur le vote de loi électorale, mais sans pour autant aller jusqu'à demander à chaque fois la démission d'un président. Vous pensez que c'était excessif de la part des manifestants de demander que le président de la République démissionne? Voilà, parce que dans une démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le principe qui fait que quand on vote une loi, c'est le principe de la majorité qui est retenu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une majorité qui a voté ces lois-là. On est d'accord aussi que même s'il y a ce principe de majorité, on peut ne pas être d'accord, mais dans l'état de droit, il y a des institutions qui ont été mises en place pour aller faire des doléances ou faire des plaintes. Donc, s'il y avait eu des irrégularités ou autres, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait déjà les députés Tim et Mapar. Ils ont déposé leurs doléances, mais il fallait juste attendre parce que c'était qu'une question de semaines pour avoir, et on était un petit peu surpris. Mais on a compris, on a bien vu, madame, que la question de la demande de démission du président de la République vient de ce qu'il y avait une crise sociale qui bouillonnait, qui couvait et que donc qui a explosé à partir donc du vote de la loi du 3 avril. Mais vous dites quelque chose de très important, madame Rabé Marnansou dit quelque chose de très important et qui nous amène à nous interroger sur la sociologie politique à Madagascar. Comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui des Malgaches qui considèrent que lorsqu'un député vote une loi qui ne va pas dans leur sens, c'est qu'il est forcément acheté? Écoutez, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui est arrivé depuis 9 ans, mais qui s'est cristallisé maintenant par le vote de cette loi le mois dernier. Et donc, comme vous avez dit dans votre intervention, que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, oui, parce que c'est très réducteur de dire que c'est la loi qui a provoqué cette explosion. C'est un processus, c'est un cheminement qui est long. Qui atteint son point de saturation. Exactement. Et en fait, quand on revient sur les conditions d'élection de M. Harimampian en 2013, on se rappelle les soupçons entre guillemets, de fraude électorale. Je pense qu'il ne fallait pas être devin pour dire qu'il allait être dans une situation pareille, puisque de toute façon, Monsieur Ralisson, il a été élu avec 0 député. D'accord.
Voilà. Après, il y a eu Donc, une élection législative. Évidemment, mais c'était les législatives ont eu lieu le même jour que le deuxième tour de la présidentielle. De la présidentielle. Oui. Et les Magaches ont bien voulu lui donner une majorité. Ça, si on allait voir le secret des urnes, donc, je pense que... Mais comme on ne va pas réécrire l'histoire... Oui, voilà, on ne va pas réécrire l'histoire. Il se trouve que maintenant, la situation, elle est bloquée. Et je voudrais corriger dans votre introduction que le président Ravaloman n'a pas demandé aux députés Tim de renoncer à leur... non, il a dit qu'il est pour l'ordre constitutionnel. Voilà, mais il n'a pas demandé aux députés de renoncer. Ça, c'est une histoire qui appartient aux députés. À renoncer à demander la démission de M. Radjon Armapan. Ah non, aux députés, non. Mais aux manifestants, oui. Aux manifestants, oui. Le président Mac Ravaloman, si on comprend son discours, même si c'était prononcé en langue locale, il est contre toute insurrection qui aboutit au départ d'un président. Mais vous avez utilisé le terme renoncer. Voilà, en dehors du cadre institutionnel. Oui, en dehors du cadre constitutionnel. Ça veut dire renoncer. Évidemment, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont investis du pouvoir de le faire, ce sont les députés et ils ne savent pas prononcer sur mais de toute façon, ça, c'est leur affaire. Il n'y a pas de confusion. Il ne faut pas prêter des propos que le président n'avait pas dit. C'est tout simple. Ah non, voilà. C'est noble d'ailleurs. Voilà. On loue le fait qu'il soit attaché aux principes démocratiques et à la Constitution, par principe, constitutionnel de votre pays. On est contre les coups d'État. Les coups d'État, absolument. Voilà. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que nous avons relevé dans cette émission. J'ai ici la loi électorale dans ma main, M. Ralison. Qu'est-ce qui, dans cette loi, cause problème? Ce qui cause problème, déjà, c'est l'esprit dans lequel on a confectionné. Pourquoi? Le système des Nations Unies à Madagascar, avec la collaboration des partis civils et de tous les partis politiques, ont initié depuis 2 ans des textes qui sont censés être acceptés par tous. Ce texte-là, au dernier moment, a été rejeté par le gouvernement qui a monté un autre texte qui est celui-là et qui ne prend pas en compte les désidératas de tous les partis politiques qui, normalement, devaient être acceptés par tous. J'ai dit tout à l'heure à M. Sambarita, on va parler concret dans cette émission. Quels sont les désidératas qui n'auraient pas été pris en compte dans ce test, s'il vous plaît, qui, je le rappelle, a été voté par la majorité des députés malgaches. Oui. Madame Rabé Manansou a rappelé tout à l'heure le principe démocratique qui consiste à respecter le vote majoritaire, qui est donc une composante de la démocratie. Le vote majoritaire, je ne sais pas si c'était vraiment le vote majoritaire, parce que de toute façon, tel que s'est déroulé le vote, proprement parlé, on ne sait pas si c'est vraiment les députés présents qui ont exprimé... D'accord. Vous nous direz tout à l'heure précisément ce qui, de votre point de vue, en tout cas pour votre parti politique, devrait figurer dans ce code électoral et qui n'est pas. Monsieur Sam Barita, dites-nous, pour le TGV, votre parti, le TGV. On va essayer justement d'être concret, précis. Concret. On va prendre un exemple. Une loi électorale se doit d'être acceptée par tous. D'accord? Si on va... Pas tous, pas la majorité. Par tous. Il n'y a pas de loi acceptée par tous. Ça n'existe pas. C'est comme si demain, je vous inviterai à jouer au football avec votre équipe et c'est moi qui fixe les règles. Non, c'est la majorité. C'est comme ça que vous voyez ça. Là, par exemple, on va parler concret, justement. Là, par exemple, dans cette loi qui a été votée, il y a un délai qu'on trouve très court entre le premier et la deuxième, justement. Le deuxième tour. Le deuxième tour. 7 jours précisés. 7 jours précisés. Oui. Et à Madagascar, comme il y a 80% des gens qui sont à la campagne, moi personnellement, je viens de la campagne, il n'y a pas de transport. D'accord? Il n'y a pas de transport. Vous marchez pendant au moins 12 jours pour trouver une ville ou un téléphone. Comment vous allez faire? Vous auriez souhaité combien de jours? D'accord. Habituellement, il y a un mois, au moins un mois, dans les élections en Madagascar. Pourquoi? Monsieur Sambarita. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un exemple concret. Oui, mais nous comprenons que les gens, en fait, s'insurgent contre cela. Monsieur Sambarita, vous savez que si on fixe un délai d'1 mois entre les 2 tours, vous allez sortir du délai constitutionnel, vous le savez? Oui, mais donc, là, il faut s'adapter sur le... Il faut mettre de côté la Constitution. Et comment on fait alors?
comment on fait? Il va y avoir des électeurs qui ne vont pas être considérés. Donc, dans ce cas-là, effectivement, dans ce cas-là, allons-y. C'est de se retrouver dans une situation extra-constitutionnelle. Dans ce cas-là, on va se dire qu'il n'y a que les gens qui sont dans les villes qui pourront voter. Voilà. Madame en fait, comme on est dans un état de droit, on ne peut pas faire des choses qui sont en dehors de la Constitution. Oui, mais vous comprenez, je comprends l'inquiétude. Matériellement, c'est compliqué pour les candidats, en tout cas ceux qui ne sont pas au pouvoir. Matériellement, c'est compliqué de faire campagne en 7 jours. Vous comprenez ça? Je comprends très bien. Pourquoi votre parti, pourquoi le président de la République, à partir de ce moment-là, n'a pas instauré un cadre de dialogue et d'échange pour que vous aboutissiez à une solution consensuelle? Comme a dit mon compatriote, ces lois-là ont été déjà étudiées depuis 2 ans, depuis 2016. Il y a eu plein d'ateliers avec différents partenaires de la société civile, de tous les partis politiques et accompagnés par des experts des appuis techniques et financiers du PNUD. Donc, c'était pour justement éviter tous ces craintes de soupçons, d'arrangements dans les lois pour faire gagner un parti ou un autre. Et pourtant, les gens qui étaient... Il y avait des membres de vos partis qui étaient présents dans l'élaboration du document stratégique. Rejeté par le gouvernement. Voilà. Ça, nous, on n'est pas là pour chipoter sur des points par exemple, mais nous, on sait qu'il y a beaucoup de points de régression sur ce texte-là. Si on prend, par exemple, tout simplement l'élaboration des listes électorales, on ne sait pas sur quelle base ils ont constitué la liste électorale, parce qu'il y a maintenant un chef de quartier. C'est le chef de quartier qui est nommé par le chef district, qui lui aussi est nommé par le pouvoir central, qui va établir cette liste électorale dont personne ne sait qui est dedans. Mais vous n'allez pas dire que c'est le gouvernement qui a tout changé aussi, mais écoutez, quand même. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui figure sur une liste électorale. Un résident d'un quartier n'est pas capable, il n'a pas les possibilités de savoir qui vote avec lui, alors qu'il est résident d'un quartier. En gros, vous pensez que cette nouvelle loi est confectionnée à dessein par le pouvoir pour gagner la présidentielle de la fin d'année? C'est ce que vous croyez, c'est un soupçon je pense que étant donné les conditions dans lesquelles cette loi a été votée et la conséquence immédiate qu'on voit en ce moment, est-ce qu'on peut envisager que dans un esprit de décrispation, que le pouvoir demande à ce que les principaux acteurs de la politique malgache se mettent à nouveau autour d'une table pour revoir dans quelle mesure on peut élaborer de nouvelles lois qui soient plus consensuelles? Je pense que de toute façon, actuellement, le Premier ministre, le Président ont dit on est ouvert à une table on est ouvert, venez à la négociation, et donc à chaque parti de voir comment il va répondre à cet appel-là. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a... Vous n'êtes pas fermé. Vous n'êtes pas fermé au dialogue. Non. Le président de la République reste ouvert au dialogue. Aujourd'hui encore, il a répété, il a martelé qu'il est ouvert au dialogue. Et aussi, il faut savoir qu'en réalité, ces plaintes, ces doléances ont déjà été transmises auprès de la HCC, qui devait statuer très prochainement. La Haute Cour constitutionnelle. Donc voilà, la Haute Cour constitutionnelle. Donc ça ne valait pas la peine de mettre le pays dans un tel chaos juste pour une histoire de semaine. Il aurait fallu attendre. Est-ce que c'est pas plutôt lui qui a mis le pays dans un tel chaos? Je pense qu'il y a quand même, ça il faut reconnaître quand même, pour les deux partis, vous avez d'abord appelé les électeurs. Avant d'en arriver là, les députés ont justement réclamé. Ils se sont prononcés au sein de l'Assemblée. Est-ce qu'ils ont été écoutés? Quand il y avait un fond de corruption, quand il y avait un problème de corruption... Justement, ça nous ramène, monsieur, ça nous ramène. Est-ce qu'ils étaient écoutés? Monsieur Sambarita a jeté un regard sur ce que le président a accompli en 4 ans de règne. Mais ça, ce sera après une coup de pause. À tout de suite.